Voilà, deuxième partie de notre émission avec Territoire d'Info, la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et le réseau Via Télévision, qui sont nos partenaires, les uns des radios, 130 radios territoriales, et avec TV5 Monde. Et l'invité politique ce matin, c'est le ministre chargé des relations avec le Parlement, c'est Marc Fesneau. Bonjour, merci d'être avec nous, Marc Fesneau. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour. Oriane. Et Stéphane Vernet, de Ouest France, qui dirige le bureau parisien du plus grand quotidien francophone du monde et premier quotidien régional français. Votre interview sera d'ailleurs retransmise sur les sites internet vidéo de la presse quotidienne régionale ce matin. Bonjour Stéphane Vernet. Et puis dans la deuxième partie de cette interview, vous serez interviewé par nos correspondants dans les télévisions locales de France, le réseau Via Télévision notamment. Via Occitanie, c'est Olivier Roiran qui est à Perpignan, vous le voyez. Via Mirabel à Metz, c'est Didier Bayeul, le directeur général, qui est en duplex. Et TVT Tours, Val-de-Loire à Tours, c'est Audrey Champigny, la chaîne de la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui vous co-intervieweront donc dans la deuxième partie de l'interview politique. On démarre tout de suite, Marc Fesneau, avec la commission d'enquête sénatoriale qui a remis hier un rapport sur l'affaire Benalla. Est-ce que vous admettez le fait qu'il soit accablant contre l'Élysée, comme les observateurs l'ont souligné? Non, enfin d'abord, rien dans le travail de la commission d'enquête et dans le rapport que j'ai pu parcourir, parce qu'on l'a eu assez tard hier, qui ne soit connu et qui ne soit su des uns et des autres. Deuxième chose... Ça n'empêche pas qu'il soit sévère. Non, mais rien qu'il soit su sur les faits. Après, la commission d'enquête, elle dit un certain nombre de choses. Elle fait d'ailleurs... Elle dresse un certain nombre d'hypothèses sans apporter la preuve de quoi que ce soit. Et par ailleurs, je pense qu'il faut que chacun soit restauré dans son rôle. Qu'il y ait des commissions d'enquête pour contrôler l'action du gouvernement, c'est d'ailleurs d'ordre constitutionnel et c'est très bien. La commission d'enquête, elle produit un certain nombre de préconisations, mais établir les faits, ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête. Établir les faits, c'est le rôle de la justice. Il faut bien distinguer. Pourquoi elle a outrepassé son rôle, cette commission d'enquête ? Je ne sais pas si elle a outrepassé son rôle, mais moi je rappelle en tout cas ce que sont les règles de droit. Et les règles de droit constitutionnelles qui protègent tout le monde d'ailleurs, hein, et qui protègent y compris les institutions sénatoriales et Assemblée nationale, c'est de ne pas s'immiscer dans les affaires de la justice. La commission d'enquête produit des allégations, des hypothèses et produit un certain nombre de préconisations. Ça n'est pas le rôle de la commission d'enquête que d'établir des faits, parce que ça c'est le rôle de la justice. Personne n'imaginerait que la justice vienne interférer dans les affaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Et donc ça c'est un premier élément de diagnostic. Assumons le fait que la commission d'enquête, elle n'est pas en suspension dans l'air, elle puisse porter un regard politique. Et manifestement, c'est un regard politique qu'elle pose sur le fonctionnement de l'Élysée et de l'État globalement. Et acceptons du coup que comme c'est un regard politique, on puisse avoir un avis différent du sien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la justice établit les faits, la commission d'enquête établit autre chose. Elle établit ses préconisations, son sentiment, son avis, et c'est un avis éminemment politique. Et le mot politique n'est pas un gros mot. Et le gouvernement et l'Élysée répondra sur un certain nombre... C'est un gros mot dans la bouche d'un certain nombre de membres de la majorité qui lui reprochent d'être politique. Non, mais je veux dire, non, ce qu'il ne faut pas, c'est se parer derrière une commission d'enquête pour dire j'ai établi des faits et je me mets dans le rôle de la justice. La justice a un rôle d'une autre nature et c'est ce à quoi la justice, vous savez bien, il transmet. Et par ailleurs, elle transmet rien à la justice, elle transmet à la justice, pour M. Benalla, M. Kras, si j'ai bien compris, l'idée qu'ils auraient produit un faux témoignage. Pour le reste, elle ne dit rien d'autre. Mais est-ce que pour vous, clairement, c'est une commission politique? C'est un rapport politique qui a été rendu. Mais par nature, une commission d'enquête, elle émane de parlementaires et c'est d'une certaine façon sain qu'en démocratie, une commission d'enquête puisse exprimer un certain nombre de choses, mais ne nous parons pas derrière autre chose qu'une commission d'enquête qui porte un regard politique. Et c'est très bien qu'il y ait un regard politique. On est dans le champ de l'Assemblée nationale et du Sénat. Par ailleurs, il y a un certain nombre de préconisations qui sont faites. Je pense au contrôle du fonctionnement de l'Élysée et de l'Assemblée nationale et le contrôle de l'Élysée en particulier, pardon. Le contrôle de l'Élysée, il s'exerce à chaque fois. Je suis pour le gouvernement celui qui présente le texte budgétaire sur l'Élysée. Les rapporteurs spéciaux du Sénat et de l'Assemblée nationale sont destinataires de tous les éléments, y compris les plus précis, y compris le nombre de déplacements du président de la République, les heures d'avion qui ont été effectuées, le nombre de fonctionnaires qui à l'Élysée, pardon. Je veux dire, les éléments de transparence, ils sont sur la table et ceux qui regardent ce budget le savent très bien. La transparence est très grande, c'est très sain d'ailleurs, mais je trouve que dire qu'on n'a pas été assez loin en termes de transparence, ceux qui travaillent sur l'exercice budgétaire savent qu'on va très loin dans ce domaine. Stéphane Vernet. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres hier, a évoqué un certain nombre de contre-vérités dans ce rapport en disant qu'il avancerait des éléments factuels pour y répondre. Est-ce que vous savez à peu près de quels éléments il s'agit? Ils seront donnés dans la journée, mais c'est quoi? Sur un certain nombre d'éléments de dysfonctionnement, j'imagine, mais il ne m'appartient pas à moi de répondre à ma place. Moi, je suis ministre des Relations avec le Parlement, mais Benjamin Griveaux participe du débat politique et il a raison de participer du débat politique. Là, il est dans le registre politique. Contre-vérité, ça va pas loin.
Contre-vérité, mais on a le droit de dire dans un rapport comme celui-là qu'on n'est pas d'accord avec ce rapport. Ce n'est pas un fait de justice qui est rapporté. C'est une commission d'enquête qui produit ses attendus. Les sénateurs, c'est de l'avoir dit avant d'avoir lu le rapport. Est-ce que là aussi, Benjamin Griveaux ne fait pas de la politique? Non, mais c'est pas ça le sujet. Je pense que le sujet, c'est que chacun soit dans son rôle et que personne ne se pare derrière telle ou telle commission d'enquête ou tel fait pour ne pas expliquer ce qu'il pense lui et ce que peuvent penser les autres. Benjamin Griveaux est tout à fait dans son droit et tout à fait légitime de dire qu'après tout, il pense qu'un certain nombre des éléments qui sont dans le rapport de la commission d'enquête sont des contre-vérités. Le gouvernement et l'Élysée produiront un certain nombre d'éléments pour expliquer leur point de vue. C'est un point de vue, la commission d'enquête. D'ailleurs, vous voyez bien qu'elle n'a pas fait œuvre de contradiction. Il y a peut-être des gens à la commission d'enquête qui ne partagent pas le point de vue qui a été celui exprimé par le président Bas. Mais très bien, le président Bas fait son travail. Mais que les autres fassent leur travail, c'est très bien aussi. Personne ne doit s'offusquer de personne. Vous nous confirmez que ces éléments, on les aura dans la journée? C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont donnés dans la journée, oui. Parmi les points de vue exprimés hier, il y a eu l'incompréhensible indulgence de la part de la hiérarchie d'Alexandre Benalla, qui a été pointée d'emblée par la sénatrice Muriel Jourda. Philippe Bas, lui, a dit qu'il n'y aurait pas eu d'affaire si des sanctions appropriées avaient été prises dès le 2 mai. Vous pensez que là, sur ce point précis, ils ont raison ou ils sont à nouveau dans la politique? Ils sont dans leur interprétation, ils ont le droit de le faire. Dès le 2 mai, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises. À leur sens, elles ne vont pas assez loin, n'auraient pas été assez loin. Mais enfin, il y a des sanctions qui ont été prises. Et à tout moment, quand il y a eu des sanctions ou quand il y a eu des demandes de restitution de tel ou tel document, ils ont été faits sans la pression de la commission d'enquête et sans qu'on demande que ça soit fait. Ça a été fait assez naturellement. Et donc, moi, il me semble que le travail a été fait pour faire en sorte... Après, vous avez en face de vous quelqu'un qui manifestement a décidé, c'est d'ailleurs ce pourquoi il est désormais en détention provisoire, de s'extraire de toutes les règles et de ne pas respecter ce qui lui était demandé. Après, c'est à la justice de trancher. Est-ce qu'il a décidé de manière seule ou est-ce qu'il y avait un sentiment d'impunité chez lui, peut-être justifié parce qu'il était protégé par l'Élysée? Le sentiment d'impunité qu'il a peut-être pu avoir n'est pas lié au fait qu'il ait une impunité, mais au sentiment qu'il a perçu lui-même de l'exercice. C'est tout le rapport que les uns et les autres nous devons exercer avec le pouvoir. Manifestement, M. Benalla avait un rapport malsain au pouvoir parce qu'il a eu le sentiment, et je répète, c'est bien un sentiment, qu'il pouvait s'abstraire des règles de justice ou des règles de bon fonctionnement. Mais ne disons pas que sa hiérarchie, le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, n'ont pas fait le travail qui était nécessaire en temps et en heure pour faire en sorte que M. Benalla restitue ou rentre dans l'ordre. Alors, et aussi, ils sont pointés du doigt. Alexis Collère, Patrick Stroda, la commission parle mais c'est là qu'on peut avoir d'incohérence. On a le droit d'avoir un désaccord avec la commission d'enquête. Là-dessus, vous n'êtes pas d'accord? Mais je trouve qu'en plus, c'est une forme d'allégation en disant... Ils ont manifesté, ils ont contribué à la manifestation de la vérité, c'est mis dans une des dernières phrases de conclusion. En même temps, on se demande si, on émet l'hypothèse que, on ne sait pas si. Oui, mais ça, c'est pas des faits. Ils reconnaissent, et c'est quand même au moins justice que de le dire, que M. Stroda en particulier, et tous ceux qui sont intervenus ont participé à la manifestation de la vérité et participé au travail de la commission d'enquête. Après, ils élèvent des hypothèses. Puis il y a un dernier point qui est un peu plus gênant, moi je le dis très franchement, c'est, d'une certaine façon, ils disent à la justice, il faut que vous regardiez, il faut que vous fouilliez. Pas plus le pouvoir exécutif que le pouvoir législatif n'a d'ordre à donner à la justice. Qui imaginerait que le gouvernement vienne donner un ordre à la justice sur tel ou tel fait qui pourrait se dérouler? Donc il y a atteinte à la séparation des pouvoirs pour vous? C'est un principe constitutionnel, mais au-delà de, pour ceux qui nous écoutent, le pouvoir politique n'a pas à donner d'ordre au pouvoir judiciaire. Parce que si on fait ça, on assiste à une dérive qui est extrêmement grave, me semble-t-il. Et en mettant d'une certaine façon subrepticement le doigt dans cet engrenage, je pense qu'on fait défaut au principe de séparation des pouvoirs. Et par ailleurs, on fait principe au bon fonctionnement d'une démocratie. Pour qu'une démocratie fonctionne bien, il faut que la justice soit indépendante. Les juges se saisissent s'ils ont envie de se saisir. Et personne n'a à dire aux juges, vous devez vous saisir. Est-ce que tout ça ne va pas tendre un peu plus ou dégrader à nouveau les relations entre le Sénat et la majorité présidentielle? Autrement dit, est-ce que ça va vous donner du boulot à vous en tant que ministre? Vous savez, quand vous êtes ministre des Relations avec le Parlement, vous avez du boulot à peu près tous les jours. Moi, je suis quelqu'un, je crois, qui est reconnu pour sa volonté de travailler dans le système bicaméral que je crois très utile. Que chacun joue son rôle, c'est très bien. Mais il m'appartient aussi, comme tout membre du gouvernement, mais même comme membre du ministre des Relations avec le Parlement, de rappeler ce que sont les règles. Mais ça va tendre les relations ou pas? Je ne sais pas si ça va tendre les relations. Vous voyez bien la façon dont je m'exprime. Je rappelle un certain nombre de choses. On a le droit de ne pas être d'accord avec M. Bas sans que ça tende les relations. Vous voyez ce que je veux dire? En démocratie, M. Bas, il dit des choses et on peut dire, M. Bas, nous ne sommes pas d'accord avec vous. C'est le débat démocratique. Si le simple fait de dire qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça tend les relations, on a un petit sujet démocratique. La démocratie, c'est d'accepter la contradiction. C'est quand même un sparadrap qui colle au doigt du président de la République, cette affaire. Non, je crois pas. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des faits nouveaux dans ce rapport? Non. Et qu'est-ce qu'on découvre de plus? Rien que la dérive d'un homme et de quelques amis autour de lui qui ont
enfreint un certain nombre de règles. Un homme qui était très proche du président. Un homme qui était très proche du président. Oui, mais la justice établira les faits pour M. Benalla, mais je vois bien que certains essaient de tirer une pelote en disant on veut atteindre le président. Et ça, c'est un fait politique, c'est une volonté politique. Mais les faits sont têtus, comme disait l'autre, et les faits ne disent pas ça. Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, est notre invité politique ce matin dans Territoire d'Info. Le président de la République, justement lui, a prononcé un discours fort hier soir contre l'antisémitisme devant le CRIF hier soir, c'est le dîner annuel. C'est suffisant, à vos yeux, ce qu'il a dit, le président de la République ? Oh oui, je pense que c'est suffisant et je pense qu'il porte la parole de beaucoup de ceux et celles qui ont été choqués par les faits qu'on a vus se dérouler. Il y a quelque chose de lancinant et de permanent désormais dans un certain nombre d'expressions qu'on voit à l'occasion des manifestations. Mais reconnaissons que ce ne sont pas des faits qui sont nouveaux. Je veux dire, la vie politique française est ponctuée depuis des années d'actes antisémites, de paroles antisémites. Et c'est pour ça que la parole compte. Et moi, j'ai toujours été très attentif sur ces sujets-là, comme sur d'autres, à ne pas laisser dériver la parole. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une libération de la parole? Mais c'est pour ça qu'il faut que... Et alors, elle se libère, et elle se libère sur des supports qui ont pris une expansion et une puissance très forte. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en particulier. D'où l'expression du président de la République de regarder comment nous pourrions légiférer pour faire en sorte que cette parole-là sur les réseaux sociaux soit régie par les mêmes règles que ceux qui la libèrent sur d'autres supports. Vous faites un acte, vous écrivez quelque chose d'antisémite sur un mur, c'est répréhensible. Vous l'écrivez sur un mur Facebook, celui-là, virtuel, ça n'est pas répréhensible. Ça pose un problème. Et donc, il faut que nous regardions à légiférer dans ce domaine. Vous avez une idée de ce que pourraient être les grandes lignes de cette future législation et puis, On va regarder, en tout cas, il y a les affaires de support Internet et la façon dont on peut à la fois poursuivre ceux qui derrière l'anonymat se cachent sur ces sites, et puis par ailleurs les hébergeurs, ceux qui sont responsables, ils portent une responsabilité. C'est trop facile quand on est un hébergeur de dire ce n'est pas moi, c'est celui que j'héberge. Quand on est un hébergeur, on est responsable aussi du contenu qui est mis grâce à son support. C'est quoi le délai? Quand est-ce que ce serait déposé? Il faut qu'on regarde ça au printemps. On va regarder ça au printemps. On va regarder dans le calendrier. Avril ou mai, il faudra qu'on regarde. Non, mais il faut qu'on regarde. Après, il faut toujours faire en termes de législation. Alors, on voit bien, il y a le rapport Avia qui a apporté un certain nombre d'éléments. La députée Avia, qui sont des éléments intéressants. Il faut toujours légiférer dans le temps qui est le nôtre, dans le temps politique qui est le nôtre, mais aussi toujours en regardant à bien légiférer. L'urgence n'est pas forcément bonne conseillère, mais l'horizon du printemps est un bon horizon. Alors à propos de législation, est-ce que vous pourriez nous apporter une précision sur une phrase forte qui a été prononcée par le président hier? L'antisémitisme se cache de plus en plus sous le masque de l'antisionisme. C'est la forme moderne de l'antisémitisme. Il a été applaudi sur ce passage-là. En même temps, nous on avait compris que pour lui, pénaliser l'antisionisme tel que c'est proposé par le député Sylvain Maillard, par exemple, n'était pas la solution. Du coup... D'abord, il y a un certain nombre d'outils qui existent aujourd'hui. Et la question, donc, nouvelle loi, pas nouvelle loi? La question, je vais essayer de répondre à votre question. La question, c'est d'abord avec les outils qui existent, de lutter contre l'antisémitisme. Et je pense qu'on a une panoplie d'outils. On a parlé de le compléter sur les supports dématérialisés, si je peux dire. Après, on voit bien qu'un certain nombre de gens se servent de l'antisionisme pour porter au final une parole antisémite. Comment ça se traduit dans la loi? Il faut voir, il faut regarder, parce que c'est pas la peine non plus de lever un débat qui soit un débat qui n'est pas le débat de la lutte contre l'antisémitisme. Mais parfois, l'antisionisme sert d'anti-paravent. Encore que l'antisionisme, depuis 1948, si je peux dire, il a beaucoup évolué. Il y a l'antisionisme qui ne reconnaît pas le droit à Israël d'avoir son État. Il y a l'antisionisme qui ne reconnaît pas le droit à Israël d'avoir des colonies. Donc ça a différentes formes. Donc il faut regarder précisément les choses. Il est là le point clé, c'est la négation de l'État d'Israël. Il me semble que la négation de l'État d'Israël, c'est un élément clé pour ceux qui véhiculent par ailleurs et qui se servent de ça comme support pour l'antisémitisme. Il faut regarder les éléments. Mais aujourd'hui, une loi n'est pas exclue Moi, j'ai pas entendu dans les propos du président de la République qu'il voulait pas regarder la définition, mais ça ne nécessite pas forcément un support législatif. On regardera ça aussi. Mais Marc Fesneau, comment vous expliquez que les Allemands, par exemple, les mieux réussis que nous, sont plus en avance que nous, par exemple, notamment à l'égard des réseaux sociaux sur ces questions-là? Oui, sans doute que le pays a tardé, c'est pas forcément d'ailleurs cette majorité, le pays a tardé à prendre la mesure globalement de ce qu'était l'effet des réseaux sociaux. C'est valable pour cette affaire d'antisémitisme. Il y a des sanctions financières en Allemagne, est-ce que c'est envisageable en France? Évidemment, dans dans le rapport Avia, autant que je me souvienne, il y a un certain nombre d'éléments qui portent des sanctions financières, non pas pour ceux qui écrivent, mais pour ceux qui hébergent et supportent qu'on écrive sur leur site d'hébergement. Ariane Mancini, la politique. Un mot sur la politique, sur les européennes. Je vais parler à l'homme du Modem, puisqu'Agir a désigné hier des candidats pour cette élection européenne, au premier rang desquels la sénatrice Fabienne Keller. Est-ce que vous souhaitez que ces candidats désignés par Agir rejoignent votre liste La République En Marche Modem? Au-delà des candidats et des qualités des candidats, je connais bien Fabienne Keller, qui est quelqu'un de grande qualité, qui sur ces sujets européens a porté avec continuité le débat européen. Alors,
connaissance de son origine de Strasbourg fait aussi qu'elle a une acuité particulière sur ces sujets, mais elle a une compétence aussi particulière sur ces sujets, mais plus globalement, je pense que ceux qui portent le même message européen, ceux qui portent la même vision, qui n'est pas une vision béate de l'Europe, mais qui est une vision de dire la solution, elle est dans l'espace européen. Et quand vous regardez les sujets d'immigration, les sujets de guerre commerciale, si on croit que nous, Français, tout seuls, nous pourrions résoudre ces problèmes, on fait une très lourde erreur. Et donc tous ceux qui portent ce message-là, ils ont vocation à être Donc vous dites à aux défendre candidats d'agir, rejoignez-nous sur notre liste. Oui, enfin ils sont grands, j'allais dire, et ils se détermineront eux-mêmes, mais il y a une logique, et je crois qu'ils partagent cette logique, que de faire en sorte que tous ceux qui portent le même espoir, les mêmes exigences et le même espoir européen puissent se retrouver sur la même liste. C'est quand même assez logique quand vous portez les mêmes idées. Quand vous portez les mêmes idées, c'est quand même assez logique que vous puissiez vous retrouver sur la même liste pour les défendre ensemble. Marc Fesneau, pardon, très vite. Parce qui conduira à cette liste, on a une idée. Est-ce que ça peut être quelqu'un du MoDem ? Ça peut être qui que ce soit du MoDem ou non du MoDem. On verra ça dans les semaines qui viennent. Je suis ministre des Relations avec le Parlement. Je ne suis pas en charge de ces questions. Ça ne sera pas vous. Ça ne sera pas moi, ça je peux vous Merci. confirmer. Alors, je suis très mal informé, mais à ma connaissance, ça n'est pas moi. Alors on va ouvrir maintenant, Marc Fesneau, avec vous la page Grand Débat National avec nos partenaires dans les télévisions locales et avec la presse quotidienne régionale. On va tout de suite se rendre à Tours. C'est Audrey Champigny de TVT Tours Val-de-Loire, la chaîne régionale qui appartient à la Nouvelle République du Centre-Ouest. Et la thématique là-bas, évidemment, c'est les 80 km/h. Je dis évidemment parce qu'elle est un peu généralisée. Elle a une question à vous poser là-dessus, Marc Fesneau. Audrey Champigny. Bonjour Monsieur le Ministre. Évidemment, ma question porte sur la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, une des mesures phares du quinquennat d'Emmanuel Macron et une mesure qui est surtout très impopulaire auprès des Gilets jaunes et des élus. Il y a quelques semaines, le président de la République s'est dit ouvert à des aménagements. En clair, il n'exclut pas un possible retour aux 90 km/h. Et dans le Loir-et-Cher, un département que vous connaissez bien, eh bien, on veut revenir à 90 et les services du département ont déjà établi une carte avec pas moins de 500 km de route susceptibles de repasser à l'ancienne limitation. Nicolas Perruchot, que vous connaissez également, le président du conseil départemental du Loir-et-Cher, estime qu'il s'agit d'une mesure de bon sens. Est-ce que c'est également votre avis, Marc Fesneau ? D'abord, la mesure de bon sens, c'est une mesure qui permet de réduire le nombre de morts sur les routes. Moi, je dis les choses aussi simplement que ça. C'est toujours très facile sur les plateaux de télévision ou dans les radios ou dans la presse, évidemment, de critiquer des mesures qui sont impopulaires. Je suis assez jeune, mais pas encore suffisamment âgé désormais pour me souvenir de ce qu'on disait quand on a rendu obligatoire le port de la ceinture de sécurité. Et on entendait des choses sur le port de la ceinture, que les gens allaient mourir dans les voitures et que c'était une entrave à la liberté, c'est-à-dire qu'on est obligé d'entraver physiquement les gens sur les voitures. C'est des milliers de vies qui ont été économisées. Donc, ne jamais jouer sur ces sujets-là à la démagogie, parce que je pense que c'est des sujets trop graves. Il y a eu des morts, et il y a des morts nombreux sur les routes du Loir-et-Cher, comme sur les routes d'Indre-et-Loire ou de France entière. Et donc, je pense que la mesure qui a été prise par le Premier ministre et par le gouvernement est une mesure courageuse. Après, le président de la République et le Premier ministre d'ailleurs le disent aussi, qu'il y ait nécessité et capacité à adapter et à regarder tronçon par tronçon, quelle est la responsabilité ou quelle est la dangerosité de la voie, on verra à l'issue du grand débat, mais c'est une porte qui est ouverte et qu'on le donne au département pour répondre à votre question, puisque vous parliez effectivement de Nicolas Perruchot, je connais bien, moi je ne trouve pas ça inutile que les départements puissent se saisir de la question et puissent dire, par exemple, sur ce tronçon-là, je pense qu'il n'y a pas de risque. Et qui partagent, d'une certaine façon, la responsabilité que nous avons tous d'améliorer la sécurité routière. Donc, vous voyez, il y a une nécessité. La vie politique, les responsabilités politiques, c'est pas toujours de faire plaisir. Parce que si c'est ça, il vaut mieux faire, je pense, autre chose. Et donc parfois on prend des mesures qui ne sont pas de nature populaire. Mais c'est ça, l'intérêt collectif, il est parfois porté par des mesures qui ne sont pas très populaires. Et reconnaissons que la France a eu une continuité depuis 20 ans en termes de sécurité routière, le permis à points, la mise en place des radars automatiques sous Jacques Chirac, tout ça c'était des gouvernements qui n'étaient pas de mêmes obédiences. Enfin quand même, on était à 8000 morts, on est à 3000. 5000 morts par an économisés, 5000 vies économisées, c'est la ville de Blois tous les 6 ans. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc moi, je ne participerai pas de ça. Et par ailleurs, qu'on puisse être pragmatique et regarder sur les territoires comment on peut adapter. Voilà. Après tout, c'est pas une idée qui est mauvaise. Expérimentation au cas par cas, quoi. Ce n'est pas une idée qui est forcément mauvaise. Et si les départements veulent partager cette responsabilité, après tout, pourquoi pas. Mais les départements avaient proposé d'emblée de partager cette responsabilité, avaient invité l'État à travailler avec eux et avec les préfets pour étudier les tronçons. Ça n'a pas été retenu finalement. Vous êtes en train de nous dire que ça pourrait se faire après la bronca. Vous ne pensez pas que si ça s'était fait avant, en amont,
on aurait évité bien des désagréments. Moi, et des polémiques mais c'est autour du sujet. les désagréments, et c'est le gouvernement qui les a pris. Moi, je constate d'ailleurs que moi, je suis conducteur comme tout le monde, à mes heures, si je peux dire. Je constate que tout le monde s'est un peu aligné sur ces affaires de limitation de vitesse. Moi, je pense qu'il fallait donner un signal parce que nous étions de nouveau sur une pente haussière. Et après qu'on regarde et qu'on essaie d'ajuster, moi, je ne pense pas que ce soit une mauvaise méthode. On peut toujours dire qu'on aurait fait mieux. Je veux dire, personne n'est parfait, et pas plus nous que les autres. Enfin, il faut regarder les choses avec lucidité. Et je pense que la sécurité routière mérite ça. Marc Fesneau, notre Tour de France, on part à Metz. C'est Didier Bayeux de Via Mirabel. On remercie d'ailleurs Audrey Champigny à Tours. TVT Tours Val-de-Loire, la chaîne de la Nouvelle République, d'avoir été en duplexé en direct. Et on passe à Metz, où la sécurité sociale est un des thèmes. Hein. Ça m'a d'ailleurs étonné, on va en reparler, puisque c'est une des propositions qui ressort de vos débats, Didier Bayeux. Vous êtes Via Mirabel à Metz. Marc Fesneau vous écoute. Bonjour Monsieur le Ministre. Alors effectivement, la question de la fiscalité et du financement des services publics est un des 4 thèmes des grands débats initiés par le Président de la République. Et en particulier, le financement de notre système de santé est un peu au cœur du débat, puisqu'au fond, c'est un petit peu l'avenir de notre système social qui est en jeu. Alors, une question revient souvent ici dans les débats en Moselle, c'est celui de pourquoi ne pas s'inspirer du modèle d'Alsace-Moselle de sécurité sociale qui fonctionne très bien, puisqu'il est excédentaire. Alors, certes, le niveau des cotisations est un peu plus élevé, mais celui des remboursements l'est également. Ce qui fait qu'en définitive, ça revient moins cher aux assurés sociaux, puisqu'ils n'ont pas à faire appel, ou en tout cas dans une moindre importance, à des systèmes complémentaires et de mutuelles privées. Je trouve que c'est un débat intéressant. D'abord, c'est assez amusant parce qu'au moment où on parle de différenciation, en fait, on nous demande de la généralisation. Et vous savez mieux que moi d'ailleurs que le système d'Alsace-Moselle était un système qui tenait très à l'histoire parfois douloureuse d'ailleurs de ce territoire. C'est aussi pour ça que ce système et que ce droit dérogatoire, si je peux dire, avait été créé en Alsace-Moselle. Donc c'est assez amusant de voir alors que tout le monde dit qu'il faut que sur chaque territoire on puisse se différencier, sur ce système-là, on dit ah non, il faut absolument qu'on fasse partout la même chose en France. Ça correspond à l'histoire et donc il faut regarder la différenciation avec cette utilité-là. Deuxième point, pour répondre au fond à la question, s'il y a des éléments qui peuvent être qui peuvent nourrir la réflexion de ce qui se passe du droit spécifique d'Alsace-Moselle, pourquoi pas après tout, sans regarder forcément la généralisation. En même temps, vous dites un élément qui est intéressant dans votre propos, c'est que le droit d'Alsace-Moselle, il est aussi sur des cotisations qui sont plus élevées. Le système est plus équilibré, mais il n'y a pas de miracle. Le système il est plus équilibré parce qu'il y a des cotisations plus élevées. Ça serait utile. Il ne faut pas regarder que le côté positif d'un droit. Il a ses côtés positifs et c'est un système qui est relativement équilibré, vous avez raison de le rappeler. Et en même temps, il est basé sur des cotisations plus élevées. Ça est intéressant à mettre au débat aussi. On a des avantages plus élevés, mais on a des cotisations plus élevées et ça devra nourrir aussi le débat. Si ça permet de nourrir aussi le débat de responsabilité, c'est ce qui s'est passé en Alsace-Moselle, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Marc Fesneau. On va continuer notre Tour de France. Didier Bayeux, vous restez avec nous. Vous serez là dans la 3e partie de l'émission, Via Mirabel à Metz. On passe à Perpignan maintenant. C'est Olivier Roiran de Via Occitanie. Alors là-bas, c'est les problèmes de régionalisme, je dirais presque, on va dire plutôt d'identité régionale, qui sont au cœur des débats. Il a une question à vous poser à ce sujet. Oui, exactement. Bonjour Marc Fesneau, je suis en direct de Perpignan, Cyril l'a dit. En Catalogne Nord, c'est l'appellation préférée de beaucoup d'habitants des Pyrénées-Orientales. Attachés à leur forte identité, ils sont galvanisés par les velléités d'indépendance de la Catalogne Sud, donc côté espagnol, et suivent le procès des indépendantistes catalans en ce moment à Madrid. Alors ici, certains demandent un changement de nom à minima, changer de Pyrénées-Orientales à Pays catalan, et pourquoi pas un statut particulier de ce territoire. Quel est votre un statut particulier comme la Corse par exemple, Quel est votre avis en tant que membre du gouvernement? D'abord, si on est devant cette situation, c'est parce que je pense que le découpage des régions, on sort du Grand Est là dans la question précédente, le découpage des régions a produit la volonté... 13 régions, sans les dom-toms. A produit la volonté qu'en Alsace on veuille identifier ce qu'on est, qu'ici dans votre territoire on veuille identifier ce qu'on est. La question de l'appellation est une vieille question parce que si je me souviens bien, le président Frêche quand il avait été élu avait voulu renommer la région de Septimanie, si j'ai bon souvenir, et que c'est les Catalans qui s'étaient beaucoup battus pour dire que la Septimanie excluer les Catalans. Donc la question identitaire est une question très solide et je pense qu'elle ne doit pas être négligée. Je ne suis pas sûr qu'il faille multiplier les statuts particuliers. Je suis en revanche certain qu'il faut adapter, et c'est le droit à la différenciation,
la question territoriale, la question des compétences, la question de la façon dont on gère les compétences à la réalité des territoires, parce que je pense que ça permet, dans la République, qui doit rester une et indivisible, de faire vivre la diversité. Moi, je pense que la diversité de toutes les régions, de leur histoire, de leur langue, de leur culture, de leur langue régionale et de leur culture est une histoire qui est formidable et dont on doit faire une richesse, mais pas une richesse sous forme de séparation, mais une richesse comme apport à l'ensemble national. Et donc c'est plutôt dans ce cadre-là qu'il faut le faire. Si on multiplie les statuts particuliers et qu'on commence à ouvrir cette boîte-là, si je peux me permettre, les Catalans, les Bretons, les Normands... Vous avez oublié les Corses, ça ne va pas du tout. Je n'ose pas parler de la région Centre-Val de Loire, on pourrait dire les Berrichons peut-être chez nous, mais on aurait du mal à ouvrir quelque chose de clair. Merci beaucoup Marc Fesneau. C'était donc Perpignan avec Olivier Roiran de Via Occitanie, donc le grand réseau de télévision locale de France. Merci donc au réseau. Merci beaucoup Stéphane Vernet de Ouest France. Merci Oriane Mancini de Public Sénat. On avait compris que vous, c'était plutôt la Corse, votre inclinaison. Plutôt. Voilà, plutôt. Chacun sa spécificité. Merci Marc Fesneau d'avoir été notre invité ce matin. On regarde ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les journaux télévisés, les émissions politiques, et puis également ce matin chez nos confrères dans les autres matinales d'info. A tout de suite. Il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si une sanction appropriée avait été prise dès le 2 mai 2018 par le licenciement de l'intéressé. Eh bien, force est de constater que c'est une affaire d'État, c'est une affaire qui en dit long sur la pratique du pouvoir, et c'est une affaire dont le président de la République est le principal responsable. Sanction insuffisante au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, port d'une arme par M. Benalla en présence du président de la République. Tout l'entourage du chef de l'État et au plus haut niveau apparaît à un moment ou à un autre dans cette affaire Benalla. Maintien en possession de M. Benalla d'un téléphone crypté, de passeports diplomatiques ou de services qui n'ont pas été récupérés. Le rapport date d'il y a moins de 2 heures. Nous étions au Conseil des ministres, donc souffrez que nous ne cédions pas à l'urgence du moment et que le temps de réunir les éléments factuels pour répondre à des contre-vérités, je ne sais pas si c'est l'affaire de quelques heures, ce sera cet après-midi ou demain, mais en tout cas nous le ferons rapidement. Il y a des contre-vérités et il ajoute qu'il n'a pas pris connaissance du rapport. Vous comprenez, j'étais au Conseil des ministres, dit-il. Eh bien, qu'ils prennent connaissance du rapport. Il faut que chacun prenne le temps de nous lire. C'est un rapport qui est accablant, qui formule un certain nombre de propositions qui me paraissent utiles d'étudier, de considérer rapidement. Dans les préconisations qui figurent à l'issue de ce rapport, je constate que beaucoup d'entre elles concernent l'organisation interne de l'Élysée. Il me semble qu'on n'est pas complètement dans le respect de la séparation des pouvoirs. La finalité initiale du rapport de la commission d'enquête était probablement d'essayer de révéler une vérité. En cours de route, à cet objectif s'est ajouté un autre objectif qui était à l'évidence politique. Le Sénat fait de la politique, il a tout à fait le droit de faire de la politique. Je pense que ça ne vous aura pas échappé non plus qu'il en fait. Mais nous, on a aussi le droit d'émettre des réserves sur les modalités de cette commission d'enquête. Il vivait dans une bulle d'impunité qui lui a permis manifestement de se sentir au-dessus des lois et au-dessus des obligations qui devraient être les siennes quand on est simple chargé de mission. Mais finalement, un homme clé dans le fonctionnement de l'Élysée. Cette espèce de sentiment d'impunité, de toute puissance, est un puissant ressort de la colère populaire qu'il y a dans le pays. Alors, le 2 poids 2 mesures, en tout et pour tout, quel que soit le domaine, est un ressort de la colère qui s'exprime. Voilà, nous continuons notre édition.